Le 4 juillet 2012, au CERN, s'est produit un événement majeur de l'histoire de la physique. En effet, c'est ce jour qu'on arriva enfin à mettre en évidence expérimentalement, après plus d'un demi-siècle de recherche, le boson de Higgs. Le boson de Higgs, c'est cette particule prédite par la théorie du champ de Higgs et qui donnerait sa masse à toutes les autres. C'est la fin de plus d'un demi-siècle de recherche, depuis la prédiction théorique de l'existence de cette particule jusqu'à sa mise en évidence expérimentale. Néanmoins, on ne peut pas du tout dire que cette découverte a validé la théorie de Higgs. Le plus juste serait de dire qu'elle a montré qu'elle n'est pas fausse. Loin de jouer sur les mots, cette distinction est à la base de la méthode scientifique moderne qui, à défaut de penser détenir la vérité, se contente au moins de déceler le vrai du faux. Et c'est à travers ce mode de pensée que je souhaite vous emmener aujourd'hui, à travers deux philosophes des sciences, Karl Popper et Gaston Bachelard. Mais avant toute chose, c'est quoi la philosophie des sciences? Pour ça, on va pas s'embêter, on va aller voir notre bon vieux pote Wikipédia. Ok, donc Wikipédia nous dit « La philosophie des sciences est la branche de la philosophie qui étudie la définition, les fondements philosophiques, les méthodes et les implications de la science. Elle est également parfois désignée sous le terme d'épistémologie. » Ok, donc épistémologie égale philosophie des sciences, mais on n'est pas beaucoup plus avancé. Je serais d'abord tenté de vous dire que c'est de la philo, et donc ça n'a pas vocation à servir à grand chose. Mais il se trouve que la philosophie des sciences, c'est l'un des domaines les plus applicables. Elle permet d'aborder des questions qui sont d'actualité, comme par exemple l'éthique, notamment avec l'IA, la responsabilité de la science, et aussi les limites de celle-ci. Mais une autre partie, et c'est celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la philosophie des sciences nous aide à comprendre comment bien faire de la science, comment construire une démarche scientifique correcte et solide. Et pour ça, il y a eu un auteur qui a eu un impact indéniable, c'est Karl Popper. Si tu connais pas Karl Popper, c'est pas grave, je suis là. C'est un philosophe autrichien puis britannique du XXe siècle qui est né en 1902 et mort en 1994. Et comme tous les penseurs de cette époque, il a eu une vision du monde qui a été mouvementée. Un temps marxiste, il a connu un virage après que 8 de ses potes se soient fait tirer dessus par la police et finira par rejeter ce qu'il appellera cette pseudo-science, tu vas voir, on va y revenir, pour finir sa vie comme social-libéral. Si je dois le décrire, de ce que j'ai lu sur lui, c'est un mec qui se laissait pas avoir en fait. C'est un gars qui était hyper cartésien dans son approche et il était en mode ok, si tu me bullshit, ça va pas passer. Donc ça va vachement se ressentir dans ses écrits. À titre personnel, je l'ai découvert dans son livre La connaissance objective et je peux que vous conseiller de lire Popper parce que c'est juste un auteur qui se lit extrêmement bien, extrêmement facile à lire, c'est extrêmement clair la manière dont il formule sa pensée. On retrouve cette espèce de cartésianisme, si je puis dire, dans cette manière de formuler sa pensée et vous pouvez prendre la suite de cette vidéo comme une introduction à son œuvre. Mais finalement, après tout ça, qu'est-ce qu'une théorie scientifique chez Karl Popper? Et bien c'est très simple, une théorie scientifique, elle est scientifique si elle est réfutable, c'est-à-dire si on peut la mettre en défaut. Pour Popper, proposer une théorie, c'est énoncer un fait, mettre en évidence un constat, mais proposer une théorie scientifique, c'est mettre en évidence un fait, un constat, qui puisse être réfutable, c'est-à-dire que autrui, n'importe qui, puisse être en capacité de mettre en défaut votre théorie. Je vais illustrer avec quelques exemples. Globalement, si on dit que tous les objets tombent à la même vitesse, bah quelqu'un peut arriver et nous dire ok, non, t'as tort. Il peut aller lancer des objets de différentes hauteurs, de différentes formes, et c'est tout l'enjeu de la controverse autour de Galilée. Mais si j'arrive et que je dis il existe des réalités alternatives et qui sont invisibles, et bah ça, c'est compliqué de mettre en défaut ce propos. Au mieux, on ne sait pas, en tout cas à l'heure actuelle. Donc Popper va qualifier mon propos de pseudo-science. En fait, j'émets des affirmations, mais comme elles ne sont pas réfutables, je ne fais pas preuve d'honnêteté intellectuelle, si on veut, et donc je fais pas de la science, je fais de la pseudo-science. En un sens, une théorie scientifique, elle n'est pas nécessairement vraie ou fausse, mais en tout cas, elle laisse au moins la chance à n'importe qui de prouver qu'elle est fausse. Jusqu'ici, les sciences chez Popper, elles s'appuient vachement sur l'expérience. Et donc, je me permets de faire un petit aparté sur les maths, parce qu'en maths, il n'y a pas d'expérience. Est-ce que ça veut dire que du point de vue de Popper, c'est une pseudo-science? Non. Pour les maths, le couperet, il est encore plus violent. En fait, soit quelque chose est démontré, c'est-à-dire qu'à partir d'une série d'axiomes et de raisonnements logiques, on arrive à la conclusion que, ok, le truc est vrai ou le truc est faux, et dans ce cas-là, il est considéré comme vrai tout le temps, soit il ne l'est pas, et du coup ne sera jamais considéré comme vrai. Ça amène à des situations qui sont hyper étonnantes pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire des maths, des situations où on va avoir des centaines de milliards de raisons de croire qu'un résultat est vrai, et pourtant il va pas être considéré comme vrai. C'est par exemple le cas de la conjecture de Syracuse. En fait, la conjecture de Syracuse, vous prenez un entier, s'il est pair, vous le divisez par 2, donc par exemple 12, ça va faire 6, et s'il est impair, vous allez le multiplier par 3, plus 1. Et donc, ce que dit la conjecture de Syracuse, c'est que vous prenez n'importe quel entier, et en fait, vous allez revenir à 1 au bout d'un moment. On peut prendre un exemple avec par exemple 5. 5, c'est un nombre impair, donc on le multiplie par 3 et on ajoute 1. 5 fois 3, 15, plus 1, 16. On arrive sur un nombre pair, on divise par 2, divisé par 2, 8, divisé par 2, 4, divisé par 2, 2, divisé par 2, 1. Donc si on part de 16, la conjecture de Syracuse est bonne, puisque de 16, on arrive bien à 1. Et pour la conjecture de Syracuse, on a des centaines de milliards, on a testé un nombre d'entiers incalculable, et ça semble être vrai. Malheureusement, on n'a pas de démonstration qui prouve la véracité de cette conjecture. Du coup, du point de vue des maths, elle n'est pas vraie, c'est encore une conjecture, et c'est pas un théorème. C'est pas encore le théorème de Syracuse. Voilà, ça c'est un exemple qui montre que pour les maths, c'est vraiment extrêmement compliqué, puisque
avoir des exemples ne suffit pas, il faut être sûr, il faut arriver à démontrer les choses. Je ne parlerai pas ici des théorèmes d'incomplétude de Gödel, c'est pas l'objet de la vidéo, mais ceux qui veulent venir en commentaire, on vous attend. Bon, revenons à Popper. On a dit qu'une théorie scientifique, elle n'est pas nécessairement vraie ou fausse, mais en tout cas, elle laisse au moins la chance à autrui de prouver qu'elle est fausse. Et dans cette phrase, il y a deux éléments qui vont être le moteur de la démarche scientifique. Tout d'abord, une théorie, elle est jamais vraie dans l'absolu. Et on a plein d'exemples dans l'histoire de la physique de théories que l'on pensait vraies et qui ont fini par être prouvées comme fausses. Mon exemple préféré étant celui de la gravitation de Newton. En effet, la gravitation de Newton, tout le monde connaît. Vous avez fait P égale mg et vous avez peut-être même fait F est égal à G m1 m2 sur r carré, la distance entre les planètes, etc. On connaît. Cette théorie, elle est fausse. Et oui, elle a été mise en défaut au début du XXe siècle par la théorie de la relativité générale d'Einstein, et pourtant on continue de l'utiliser. Et c'est un très bon exemple de ce qu'est la science. En fait, la science, elle cherche pas encore une fois la vérité, mais elle cherche parfois la praticité. La théorie de la relativité de Newton, elle est beaucoup plus simple que la théorie d'Einstein pour plein d'applications du quotidien. Donc en fait, comme les différences sont très fines, voire quasi inexistantes, on va préférer utiliser la théorie de Newton, même si elle est fausse, parce qu'elle suffit largement pour nos applications quotidiennes. On a donc une théorie dont on sait qu'elle est fausse, mais qu'on continue à utiliser parce que la manière dont elle est fausse ne nous importe pas dans plein de situations. Donc une théorie, elle est jamais vraie dans l'absolu, mais jusqu'à preuve du contraire. Et ça va être le deuxième point. La science avance en enlevant des théories fausses. Donc une théorie, elle est jamais vraie dans l'absolu, mais que vraie jusqu'à un certain point. Et ça va être l'une des manières les plus efficaces d'avancer en science. Selon Popper, la science avance en enlevant des théories fausses. Ce raisonnement-là, il est un peu contre-intuitif. Parce qu'en fait, on pourrait se dire que la science, elle avance via des coups de génie, il y a des grandes découvertes. C'est en partie vrai. Mais la science, elle va aussi avancer en s'appuyant sur des théories et en étant capable de faire la distinction entre les théories qui sont vraies et les théories qui sont fausses, afin d'appuyer sur des bases de plus en plus solides. En fait, en science, il va être aussi important de découvrir de nouvelles théories que de s'assurer que les fondations sont solides et qu'on peut s'appuyer dessus pour construire quelque chose. Un très bon exemple de ça, c'est la revue par les pairs. En fait, lorsque vous voulez publier un travail de recherche, vous devez le soumettre à la revue par les pairs. Un des critères, ça va être la reproductibilité, c'est-à-dire que n'importe quel chercheur à travers le monde doit être en mesure de reproduire votre expérience. Donc vous devez être à la fois capable de dire quelles étaient les conditions exactes de cette expérience, et cette expérience, elle doit être insensible au milieu, au fait que ce soit vous qui l'ayez faite, et n'importe quel chercheur dans le monde doit être capable de reproduire cette expérience. L'idée derrière, c'est de dire, ok, avant de publier n'importe quelle recherche, on va vouloir s'assurer que, en fait, vous ne publiez pas quelque chose de faux. Donc on a vraiment cette idée, on veut bâtir sur des bases solides. On ne veut pas publier des choses fausses, et donc si n'importe quel chercheur dans le monde arrive à mettre en défaut votre travail, on ne le publiera pas. Comme ça, la science avance en enlevant des théories fausses. Donc si j'ai insisté sur la manière dont la science essaye de construire des bases solides, je pense que vous avez compris, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des coups de génie. Et d'ailleurs, ces coups de génie, ils ont été théorisés par notre deuxième auteur, Gaston Bachelard. Gaston Bachelard, il va introduire dans la formation de l'esprit scientifique la notion de rupture épistémologique. Alors la rupture épistémologique, c'est quoi? C'est tout simplement l'idée qu'en science, on doit détruire le passé pour reconstruire quelque chose de plus solide et pour faire des découvertes. En fait, Bachelard, c'est aussi un philosophe des sciences du XXe siècle et il développe l'idée que, selon lui, il suffit pas d'apprendre les faits, mais il faut savoir penser contre soi-même. Et c'est exactement ça qu'il va appeler la rupture épistémologique. Il dit d'ailleurs, pour progresser en science, il faut savoir rompre avec ce qu'on croit déjà savoir. Cette idée de croire déjà savoir, elle est extrêmement proche de l'idée de Popper, de réfutabilité, etc. En fait, pourquoi il dit ce qu'on croit déjà savoir? Parce que les théories qu'on va essayer de défaire, on les croit vraies, et donc il faut être capable de faire cet effort mental de dire ok, je vais partir du principe que cette théorie est fausse, et je vais essayer de montrer pourquoi elle est fausse pour reconstruire quelque chose de plus solide. Si on prend un exemple simple avec les platistes, un enfant, il va croire que la Terre est plate. Et puis, à un moment, il va apprendre que la Terre est ronde. Et donc, ça va être un changement radical dans sa manière de voir le monde. Ça va l'amener à développer un esprit scientifique qui va lui permettre peut-être de découvrir des nouvelles théories. Et même pour la science la plus pointue, c'est la même chose. Il faut évidemment apprendre les modèles existants, mais pour être capable de faire progresser la science, il faut être capable de remettre en cause ces modèles et de voir quelles sont leurs limites. Le scientifique, selon Bachelard, c'est celui qui est donc à même de remettre en cause ses intuitions, ses outils, ses méthodes, dans le but de progresser et de devenir tout simplement meilleur. Au fond, et si vous devez retenir une chose de la vidéo, c'est ça, Popper et Bachelard, ils nous apprennent que la science, c'est pas une usine à vérité. C'est même plutôt une usine à pas dire n'importe quoi. En fait, le scientifique, il doit faire un travail d'humilité énorme afin de toujours remettre en cause ses croyances et de pas se laisser biaiser et de pas tomber dans un confort des théories qu'il fréquente au quotidien. Il doit toujours être capable de remettre en cause quoi que ce soit afin de pouvoir construire des outils qui soient meilleurs et plus clairs. Finalement, la science, c'est pas toujours spectaculaire, mais c'est ce doute organisé, cette rigueur qui permet d'avancer pour de vrai.
Et je vous laisse avec cette citation de Bachelard: l'esprit scientifique nous interdit d'avoir des opinions sur ce que nous ne comprenons pas. C'est pas une invitation à se taire, mais c'est une invitation à creuser, à se questionner et à réfléchir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On débute, donc il y a évidemment plein de choses à changer. On est à l'écoute dans les commentaires. Et puis on vous invite à vous abonner. Et si vous aimez parler de science et de culture générale, vous êtes au bon endroit. A plus.